Madame, Messieurs, bienvenue à ce MAG du dimanche. Les titres. Comment taire le cycle des violences dans l'Est de la RDC? Plusieurs schémas de retour à la paix se présentent si sur le terrain des affrontements s'intensifient et que les forces loyalistes récupèrent des positions. Le gouvernement congolais est sollicité pour une approche des négociations et renégociations face à cette énième agression. La RDC va-t-elle se courber face à cette voie imposée par la communauté internationale et voulue par les mouvements terroristes du M23? Comment mettre fin à cette instabilité sécuritaire sans répondre aux desiderata des rebelles? La voie diplomatique est-elle toujours envisageable? Des questions auxquelles nous allons répondre au cours de ce MAG du dimanche. Le climat est notre front sur lequel la République démocratique du Congo s'est engagée fort de son potentiel. Le gouvernement congolais se déploie dans toutes les grandes rencontres environnementales pour plaider au sujet des financements que doit bénéficier la République démocratique du Congo en tant que pays solution au problème des changements climatiques. Sur le sol égyptien, la COP27 était une tribune de plus. Le Premier ministre congolais a fait entendre la voix de la République démocratique du Congo autour de cette question. Des révélations qui ont bouleversé le microcosme sportif congolais. Le football congolais est dévasté par des abus sexuels. Des victimes et des témoins ont brisé le silence et dénoncent ces actes odieux. Le football congolais est infesté, mais jusqu'à quand subira-t-il l'opprobre? Nous reviendrons sur cette enquête, sur ce vaste scandale de pédocriminalité qui mine le football congolais. Madame, Messieurs, encore une fois, bienvenue. Nous sommes avec Maître Jacquemin Chabani. Il est président de la commission électorale permanente au sein de l'UDPS. Merci d'être venu sur ce plateau pour commenter avec nous l'actualité. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Je vous retrouve tout à l'heure après ce premier dossier. Entre résistance, contestation et négociation, le choix pour taire les armes n'a pas toujours été aisé pour le gouvernement congolais. À Kinshasa, c'est un balai diplomatique qui s'est ouvert depuis ce week-end. Le président angolais, d'abord, qui a eu un tête-à-tête avec son homologue Félix Antoine Tshisekedi. La situation sécuritaire préoccupe. L'ancien président kenyan est aussi à Kinshasa en tant que facilitateur dans les pourparlers de Nairobi. La négociation sera-t-elle le dernier recours pour le retour à la paix? En tout cas, les rebelles réclament et rappellent aux clauses de Nairobi en demandant que les discussions reprennent, une option presque soutenue par la communauté internationale. Comment le pays s'en sortira avec ce cycle de négociations? On suit ce dossier. Afin d'éradiquer définitivement l'insécurité, restaurer une paix durable et assurer la stabilité à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs accords ont été signés avec les groupes armés et même avec les pays voisins, sous la garantie de la communauté internationale. Des mécanismes nationaux et internationaux ont été créés. Toutes ces perspectives de règlement définitif du conflit n'ont duré que l'espace de quelques mois. Vite, l'architecture s'est fissurée et l'édifice s'est écroulé. Des bruits des bottes, des déplacements massifs des populations. Le quotidien des populations de l'Est de la République démocratique du Congo depuis près de 3 décennies. Plusieurs négociations ont eu lieu pour tenter de juguler la crise et faire taire la tension. Les groupes armés, y compris le IL, la RDC, Codeco, le M23, ont tué plus de 2000 civils cette année. Cette violence est inacceptable. Les États-Unis appellent les groupes armés à cesser leurs assauts contre les populations les plus vulnérables de la RDC. Nous appelons également les acteurs étatiques à stopper leur appui à ces groupes, y compris les forces de défense rwandaises et leur aide au M23. L'histoire remonte à Sun City. Le pouvoir en place et belligérants réunis ont abouti à la signature de l'accord global et inclusif avec pour ambition de finir avec les armes comme moyen de revendication et jeter les jalons d'une république civilisée. Mais hélas, moins de 5 ans après ce moment historique, la République démocratique du Congo fait désormais face à une nouvelle rébellion. Le Congrès national pour la défense du peuple, avec à sa tête Laurent Nkunda Batouaré, fait son apparition à Djomba, dans les collines de la province du Nord Kivu. Laurent Nkunda revendique principalement 8 choses. Des négociations directes avec le gouvernement de Kinshasa,
la renégociation de tous les contrats signés par le gouvernement congolais avec les entreprises chinoises, la cessation de toute forme de coopération entre les forces gouvernementales et les rebelles rwandais des FDLR, la protection pour toutes les minorités ethniques de la RDC, l'intégration de ces combattants au sein de l'armée, l'intégration au sein de l'administration du gouvernement, des policiers et fonctionnaires travaillant en territoire rebelle, la promotion de la bonne gouvernance et enfin une élévation en grade et une fonction pour lui-même dans l'armée. Talks and maybe if Kabila can accept, it will be the end of the... Après négociation, ce mouvement rebelle va décider de changer de stratégie en s'émuant en parti politique et décide de soutenir le maître de l'époque. Un revirement à 360 degrés que le coordonnateur du bureau de liaison du CNDP dans la capitale justifie par la volonté de son mouvement d'aller vers la paix pour cheminer ensemble, consolider la paix et rebâtir le pays. Leurs revendications étaient en partie rencontrées par le pouvoir de Kinshasa, entre autres la reconnaissance des grades des membres de l'ancienne branche armée du CNDP. Seulement quelques années après, les ex-combattants de l'ex-CNDP réintégrés dans l'armée à la suite d'un accord de paix du 23 mars 2009 vont refaire surface sous une autre dénomination. Le mouvement du 23 mars, le M23. La province du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est depuis la fin du mois de mars de nouveaux témoins des affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles du M23. Essentiellement composés par des anciens soldats de l'armée congolaise qui se sont rebellés car ils accusent le gouvernement de marginaliser leur minorité ethnique Tutsi, dont la plupart viennent des communautés rwandophones congolaises du Nord. Il dénonce en outre le non-respect des modalités de l'accord signé par le gouvernement. Tchaboy, Landela Oy, vérifier Oy. Au moins 6 mois pour la pomme wana. M23 gagne pomme te. Et là. Tango eteli, to ningiskan jete bo. On n'a pas qui risque. Défait et dissous dans le cadre d'un accord de paix régional signé à Nairobi en décembre 2013. Les rebelles du M23 sont désarmés et déplacés pour la plupart dans des camps en Ouganda. Signé le 12 décembre 2013, l'accord entre le M23 et le gouvernement congolais prévoyait notamment la dissolution du M23 en tant que groupe armé. En contrepartie, Kinshasa devrait s'engager à faciliter la mobilisation, le désarmement et la réinsertion des combattants. Le 28 et 29 mars 2022, avec le soutien de l'armée rwandaise, les rebelles sont sortis de leur bastion d'altitude pour attaquer des positions de l'armée, notamment à Runyoni et Tchanzu, région où 8 soldats de l'ONU sont morts dans le crash de leur hélicoptère le 29 mars. Près de 10 ans plus tard, le M23, réorganisé et requinqué et qualifié de groupe terroriste, s'accapare de la cité frontalière de Bunagana dans la province du Nord Kivu. Pour la République démocratique du Congo, l'ennemi n'est autre que le Rwanda qui octroie armes et hommes au M23. 72 000 personnes se sont enfouies dans leur village en 8 jours pour trouver refuge dans les localités voisines ou en Ouganda, où des milliers d'autres personnes se sont mises à l'abri en mars, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés. Le 25 mars 2022, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais, déclare que des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'aurait reçu le M23 de la part du Rwanda. Au même moment, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères congolais, affirme sans hésitation que le Rwanda a attaqué le camp de Rumangabo, une importante base des FARDC à une quarantaine de kilomètres au nord de Goma. Il ajoute que le M23 soutenu par le Rwanda a attaqué les troupes internationales de l'ONU. De son côté, le gouvernement rwandais réfute les accusations congolaises. Alors qu'il serait légitime que le Rwanda réponde aux attaques des FARDC sur son territoire, il n'est pas impliqué dans les combats en cours, affirme la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makoko. Pour le Rwanda, il s'agit d'un conflit intra-congolais.
Le 23 mai, Kigali accuse l'armée congolaise d'avoir tiré des roquettes vers le Rwanda, blessant plusieurs civils. Une enquête a été demandée au mécanisme de vérification conjoint élargi, un organisme régional qui surveille et mène des enquêtes sur les incidents de sécurité dans la région volatile de Grand Lac. Dans les locaux de l'Organisation des Nations Unies, l'on s'avoue vaincu face à la force de frappe de ce groupe armé. Comme solution, c'est le dialogue que recommande la communauté internationale. Ce qu'il faut, à mon avis, et c'est l'essentiel, c'est de trouver une discussion sérieuse entre le Congo, le Rwanda et l'Ouganda pour qu'on puisse avoir une perspective conjointe pour éviter cette permanente situation qui nous fait toujours, quand on a un progrès, venir en arrière. Dans les cadres de la région de l'Afrique de l'Est, des négociations sont organisées avec comme médiateurs l'Angola et le Kenya. Une remise en question de ce qui était perçu comme intransigeance il y a peu de la République démocratique du Congo. L'offensive lancée par le M23 avec la prise du territoire de Rutshuru va changer la donne côté congolais. En réponse à la forte demande de la jeunesse, j'invite celle-ci à s'organiser en groupe de vigilance en vue d'appuyer et d'accompagner et de soutenir nos forces armées, nos forces de défense dans l'accomplissement de leur noble mission. L'appel à la mobilisation générale est lancé par le président de la République. Un appel commenté de diverses manières par l'opinion. Si pour la République démocratique du Congo, les négociations n'ont pas produit des fruits escomptés, pour la communauté internationale, l'heure est à la reprise, mieux à la relance du bras diplomatique. Pour enfoncer le clou, l'Assemblée nationale va voter une recommandation interdisant au gouvernement de procéder au mixage, brassage et négociations avec des groupes armés dans le but de les intégrer dans l'armée, la police ou l'administration. Une équation à multiples inconnus quand on sait que ce n'est ni plus ni moins ce que d'habitude demandent les rebelles. Les frappes aériennes des FARDC sur des positions du M23 et ses alliés vont-elles changer le cours de l'histoire? Dans l'opinion, il faut aller jusqu'au bout. C'est encore un autre message très fort que nous lançons à l'endroit de tous les groupes armés sans distinction aucune. Nous leur disons que l'état de siège ne laissera aucun groupe armé actif dans notre zone de responsabilité. Dans les hauteurs du mont Ngaliema, la volonté y est, mais une hésitation à aller jusqu'au bout est constatée par la population. Au-delà de la volonté et de la passion, il y a de la décision politique à prendre avec tous ses effets. L'heure est au meilleur choix pour la survie de la nation. Pour comprendre les divergences entre les deux pays sur la rébellion du M23, il faut aussi remonter au génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. Cette tragédie est à l'origine d'un exode massif des Hutus rwandais accusés d'avoir massacré les Tutsis en République démocratique du Congo. Depuis, le Rwandais est régulièrement accusé par Kinshasa d'incursion au Congo et de soutien à des groupes armés dans l'est du pays. Toute une chronologie des faits sur l'histoire de cette agression dans la partie est de la République démocratique du Congo. Maître Jacquemin Chabani, finalement, c'est le même scénario qui se redessine, le dialogue. Est-ce que cette fois-ci, la République démocratique du Congo va succomber aux sirènes d'appel du M23? Non. Non, je crois que le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, a été suffisamment clair sur cette question. Son gouvernement aussi l'a soutenu. Notre Parlement, nos représentants du peuple l'ont aussi fortement exprimé. Je crois que c'est une expérience que nous avons vécue à plusieurs reprises, qui permet effectivement à l'ennemi de la République démocratique du Congo, le Rwanda,
de nous infiltrer, d'infiltrer nos forces armées, d'infiltrer nos différents services. Mais quels sont les moyens de résistance que nous avons face à une sorte de pression? La communauté internationale a aussi envisagé cette option de dialogue. On voit que la voie diplomatique est finalement réouverte. Les présidents de certains pays sont en République démocratique du Congo. Est-ce que ce n'est pas aussi pour dire à Félix-Antoine Tshisekedi de se mettre autour d'une table, vu le temps qui se rapproche par rapport aux négociations qui doivent se réouvrir à Nairobi? Cette diplomatie est importante, elle a tout son pesant d'or. Il est important que la République démocratique du Congo, qui est un pays à une importance énorme, non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le continent, ait ces couloirs ou ces opportunités d'échange avec les différents autres pays qui sont concernés par ce conflit, pour que nous leur donnons notre son de cloche, pour que nous leur donnons, nous partageons avec eux notre opinion. Nous sommes une nation indépendante. Ils viennent peut-être avec cette initiative, le dialogue, nous sommes tous pour, cette initiative de négociation avec un groupe terroriste, parce qu'ils ont un autre son de cloche. Donc il est important, et je crois que le président Félix Tshisekedi... Ils ont toujours été plusieurs fois sur les mêmes tables pour justement parler de cette question. Oui, mais cette fois-ci, on vient avec une nouvelle approche. Le président Félix Tshisekedi a l'avantage d'avoir démontré au monde entier, à la communauté internationale, à l'Union africaine, à tous les 9 pays voisins de la RDC, sa bonne volonté de vivre en paix avec tout le monde. Sa bonne volonté aussi de mettre en place une collaboration et une coopération socio-économique dans la sous-région. Et aujourd'hui, je crois que tous ces partenaires, tous ces pays qui s'intéressent à la question, qui viennent pour des échanges, arriveront à comprendre qu'on ne peut pas imposer à un pays souverain à chaque fois de négocier avec des terroristes, parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais fait dans leur pays. Mais jusqu'où justement peut tenir cette résistance de la République démocratique du Congo face à ces appels des négociations des rebelles? La condition de la RDC était que ces rebelles se retirent des différentes positions qu'ils occupent dans la partie Est. Ce n'est pas encore fait. Les armes continuent à retentir. Comment allons-nous nous y prendre au cas où aucune partie ne cède justement par rapport à ces revendications? Non, je l'ai dit, nous sommes un État souverain, nous sommes une nation. Nous avons un gouvernement, nous avons une armée. Et aujourd'hui, notre armée se comporte différemment. Notre armée a des avantages qu'elle n'avait pas hier. Lesquels? Elle a un gouvernement qui la soutient pleinement. Mais c'est la même armée qui avait défait les M23, on se rappellera, en 2012. Oui, mais on part de cette expérience, ne vous inquiétez pas. Toutes ces expériences vécues au cours de l'histoire de notre pays, tel que votre reportage le décrit très bien, depuis Sun City, on a fait un dialogue politique où nous avons réglé toutes ces questions. Mais aujourd'hui, nous arrivons à comprendre que ce soit le CNDP, le M23 et toutes ces rébellions sont le fait du Rwanda, qui ne veut pas que la République démocratique du Congo, ait son totale indépendance de gestion, se développe et ait la maîtrise encore de ses ressources financières. C'est aujourd'hui connu de tout le monde. C'est une guerre économique? C'est une guerre économique, c'est une guerre de suprématie d'un pays sur un autre. Aujourd'hui, nous avons une armée qui a le soutien total, non seulement de son gouvernement, mais de sa population. Ça a toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Si. Nous avons eu le malheur, par exemple, à une certaine période, d'accepter de dialoguer. Il faut savoir que le dialogue avec le CNDP a coûté très cher au régime de Joseph Kabila. Il s'est retrouvé avec toute la nation, tout le peuple, toutes les populations de l'Est du Kivu contre lui, parce que c'était un acte qui avait été considéré comme un acte de traîtrise. Sur base de quoi? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur base de quoi? Parce qu'il y a eu la réintégration dans nos forces armées, dans nos services de sécurité, de ces rebelles, qui étaient déjà indexés par les populations pour tous les crimes au prix de la paix qu'on n'avait jamais connue. Il y a eu quand même plus de poches des zones d'insécurité pour l'instant. Depuis 2018, on peut le dire ainsi, il y a eu une insécurité grandissante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Non, il y a Même si vous ne reconnaissez pas. Non, il y a eu une volonté ferme de mettre fin à cette insécurité. Il y a un réveil de ces réseaux mafieux, terroristes, internationaux, soutenus par le Rwanda, à mettre en place une action pour empêcher
à ce que la République démocratique du Congo connaisse enfin et pour une fois la paix, la stabilité qui amènera au développement socio-économique. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de manière concrète pour mettre fin à ces guerres qui ne cessent évidemment de mettre la population dans des conditions assez chaotiques? Nous parlons d'insécurité. L'atout majeur, c'est notre armée. Il faut que le gouvernement de la République se concentre, comme il est en train de le faire, sur nos forces armées, nos services de sécurité, les permettre de se redresser et de récupérer leur autorité. C'est ce qui va amener la paix totale. Nous avons aujourd'hui cette confiance que le gouvernement et le chef de l'État envers ses services, qui permet aussi de redresser certaines erreurs qui n'étaient pas redressées avant. C'est ces différentes négociations que nous avons faites qui a permis à ces groupes terroristes d'intégrer nos services. C'est ce qui a rendu notre armée faible. Aujourd'hui, nous disons non, nous voulons redresser notre armée et c'est comme ça que vous constatez que nous arrivons à récupérer. Sur le terrain, vous avez des bonnes nouvelles? Les nouvelles sont bonnes. C'est un désastre qui date de plus de 20 ans. Il ne faut pas vous imaginer que nous allons le résoudre en un clin d'œil. Encore que nous sommes tous en train de constater qu'il y a quand même un conglomérat international qui se mobilise sur cette question pour avoir la même mise sur les richesses du Congo. Mais qu'est-ce que la RDC, je reviens sur ma question, qu'est-ce que la RDC a pour tenir face à cette pression internationale? La RDC est un État, est une nation, elle a un peuple, elle a une armée. Elle a aujourd'hui un chef d'État qui a cette volonté ferme de vouloir résoudre cette question. Et rassurez-vous que ça sera résolu avec nos forces armées. L'on espère bien. On passe à notre deuxième dossier du jour. Son climat et ses atouts placent la République démocratique du Congo dans une posture de force grâce à ses ressources susceptibles d'éponger le choc climatique. La COP27, ce grand rendez-vous du climat, a donné au pays une tribune pour mener son plaidoyer auprès des pays pollueurs qui doivent apporter des financements promis. Retour sur les enjeux de cette rencontre dans ce deuxième dossier de ce MAG du dimanche. La République démocratique du Congo s'impose aujourd'hui comme l'une des solutions mondiales dans le domaine du climat à cause de sa biodiversité. Avec 268 millions d'hectares de forêts tropicales, plusieurs gisements de tourbières, zones humides de synthèse des matières organiques, le pays est à lui seul capable d'absorber des dizaines de milliards de tonnes de gaz polluants. Face à la triple crise planétaire, changement climatique, perte de la biodiversité et pollution, la RDC se présente comme pays solution dans le but de garantir le développement socio-économique durable de nos pays respectifs face aux enjeux du climat. Des atouts qui lui valent les statuts de deuxième poumon, le bassin du Congo, dont la RDC détient plus de la moitié des réserves en ressources naturelles. Depuis la première conférence de parties, COP1 à Rio de Janeiro en 1992, lors de l'adoption de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, les forêts du Congo-Kinshasa font l'objet d'une attention particulière de la part des États et des organisations internationales. Régulièrement, présent dans le forum même de haut niveau, le pays, pour présenter ses potentiels et des résolutions qui lui recommandent des efforts de conservation, sans cependant en tirer une contrepartie proportionnelle au manque à gagner. Pourtant, les pays pollueurs sont sommés de verser 100 milliards de dollars chaque année pour soutenir les efforts de la conservation et de l'adaptation. Mais en réalité, la RDC est rémunérée en monnaie de singe et sa population qui vit essentiellement de ses ressources naturelles est ignorée. De l'urgence d'attirer l'attention de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo. Une région cruciale à la lutte contre les changements climatiques, mais qui n'a à ce jour bénéficié que de très peu d'attention, alors qu'elle rend d'immenses services écosystémiques à l'humanité tout entière. Téné, la population congolaise évaluée à environ 80 millions d'âmes vit à plus de 70% dans la campagne et son pauvre revenu est tiré des activités agricoles.
Ceci justifie la pression qu'elle exerce sur la nature à travers notamment l'exploitation irrationnelle de la forêt, la chasse non contrôlée et l'agriculture surbrûlée dans le seul but de survivre. Ces activités ont dégradé au fil du temps l'environnement et sa biodiversité, entraînant sécheresse et menaces d'extinction de certaines espèces. En réalité donc, la planète est victime de l'activité humaine. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Les scientifiques s'accordent aujourd'hui pour dire que les activités humaines sont la cause première de l'accélération du réchauffement climatique dans le monde depuis 1950. De ces faits, l'atmosphère est menacée par des milliards de tonnes de gaz à effet de serre produits par des puissances industrielles avec en tête les États-Unis, la Chine, l'Arabie saoudite, le Qatar et tout le bloc européen. Notre étude d'impact montre clairement que si nous atteignons cet objectif, nous mettrons l'UE sur la voie de la neutralité carbone pour 2050 et du respect de nos engagements de l'accord de Paris. La RDC et l'ensemble de l'Afrique ne sont responsables que de 4% de pollution et partagent la facture salée des affres climatiques dont les principaux auteurs sont connus. Alors désormais, l'avenir de l'humanité est partagé entre, d'une part, la volonté de pollueurs de payer la facture des efforts de la conservation et de l'autre, la responsabilité des communautés locales du bassin du Congo et de l'Amazonie à s'adapter aux exigences de préservation de la planète. Le changement se produit à une vitesse catastrophique, dévastant les vies et les moyens de subsistance sur tous les continents. Avec cette COP27, nous devons répondre au signal de détresse de la planète par des actions climatiques ambitieuses et crédibles. Une résolution qui ne pose aucun problème pour la RDC. Le pays est même prêt à signer, mais à condition que ses efforts soient au moins cette fois-ci récompensés à juste valeur. Comment la tonne de carbone peut coûter 60 à 100 $ américains pour certains États, mais 5 $ seulement pour les pays du deuxième poumon mondial? Aux travaux de la pré-COP en septembre passé à Kinshasa, la RDC et l'ensemble des gouvernements du bassin du Congo se sont ligués pour que, désormais, cette injustice cesse. Je saisis donc cette opportunité pour remercier, au nom du gouvernement, la République arabe d'Égypte pour avoir accepté de co-organiser cette pré-COP avec un pays du bassin du Congo, dont la forêt constitue l'un des poumons écologiques de la planète. Le Premier ministre Sama Lukonde, qui représente Félix Tshisekedi à la COP27, et Eve Bazaïba, la vice-premier ministre en charge de l'environnement, qui porte ses plaidoyers aux travaux proprement dits à Schumacher en Égypte cette semaine, ont conditionné les efforts de l'RDC aux moyens conséquents pour financer le développement des communautés locales. Nous sommes dans la droite ligne de ce qui avait déjà été annoncé par son Excellence Monsieur le Président de la République sur l'affirmation de la République démocratique du Congo comme pays solution. Il est exclu que les pays industrialisés commencent à nous donner des dons jusqu'à présent, alors qu'ils ont besoin de nous. Ils sont eux-mêmes responsables de 80% des pollutions dans le monde. Nous aimerons au sortir de la COP27 que nous ayons des éléments concrets et fiables. Mais l'autre solution pour réussir les passages des énergies fossiles aux énergies propres que la RDC propose, ce sont ces ressources hydrauliques et minerais stratégiques. Pour ça, la RDC dispose d'un réseau hydrographique riche en eau douce et capable de développer l'hydroélectricité, à même d'alimenter le quart de la population mondiale. Il faut aussi compter plus de 60% de réserves mondiales du cobalt et du lithium qui interviennent dans la fabrication de batteries électriques, le coltan que l'on trouve dans les téléphones et les objets connectés, pour ne citer que ceux-là. L'objectif est d'éviter à l'atmosphère l'augmentation de la température à plus de 1,5 degré, ce qui sera un désastre pour l'environnement. Maître Jacquemin, le pays est au cœur des enjeux climatiques. Est-ce que la voix de la République démocratique du Congo va obtenir gain de cause par rapport à ce qu'elle réclame, évidemment, ces financements des pays pollueurs? Je crois que de plus en plus notre voix se fait entendre. La République démocratique du Congo s'est investie dans cette question-là de l'environnement, du COP27, avec l'implication personnelle aussi du président de la République. Nous avons constaté que
notre mise est passée de 200 000 dollars l'an à 500 000. Je crois que c'est quand même dans l'actif de la République démocratique, mais il faut faire plus. Le fait que nous arrivons à nous présenter à tous ces grands forums et à avoir fait passer et avoir fait comprendre à tous que nous sommes réellement ce pays solution, que nous capitalisons sur les atouts dont regorge notre pays. Vous avez parlé de son système hydro, des rivières et de notre fleuve, qui est une grande capacité sur laquelle le monde peut compter, la forêt, mais aussi les minerais très rares qui sont utiles à la transition écologique. C'est ce discours-là de responsable qui fait que nous nous basons sur nos propres ressources et nous discutons en tant que responsable, État responsable, qui veut discuter gagnant-gagnant avec les différents partenaires du monde. Cela va nous permettre de nous en sortir. Mais l'on constate aussi un certain laxisme de ces États-là par rapport certainement à ces urgences climatiques. Évidemment, la question des financements est reprise dans ce laxisme. Est-ce qu'il y aura des moyens de pression que la République démocratique du Congo pourrait utiliser, ou c'est déjà un acquis, c'est un atout pour nous, le fait d'être deuxième poumon mondial? Ce n'est pas un atout parce que les pays pollueurs, comme on les appelle, ce sont les pays développés, ce sont les grandes puissances du monde. Donc discuter avec eux n'est pas une chose facile. Mais prendre la responsabilité de faire ce débat, de mettre sur la table nos atouts et de discuter avec eux d'État en État, en relevant le fait que nous avons nos ressources et surtout que nous avons aussi la volonté et la capacité de les exploiter pour le bien-être de nos populations. Je crois que cela est un discours suffisamment responsable qui peut faire avancer les choses, et je reste confiant que nous allons aller de l'avant et que la République démocratique du Congo arrivera à avoir sa gain de cause par rapport à toutes ces ressources. Nous sommes le deuxième poumon mondial et il nous faut avoir ces crédits carbone qui sont nos droits à la valeur exacte qu'elle représente, et c'est un grand combat que le gouvernement de la République pour revoir à la hausse les prix, évidemment, est en train de faire avec la ministre F. Bazaïba et le Premier ministre. Je reste confiant que l'avenir sera meilleur sur ce domaine et on nous respectera à la hauteur de nos ressources. Place à notre troisième dossier du jour. C'est un mal qui ronge le football congolais depuis plusieurs années. La pédocriminalité a pris corps au cœur du système du football congolais. C'est un état qu'il faut à tout prix bannir. Face à ces dérives, victimes et témoins osent la parole. Des enquêtes sont en cours après les révélations du journaliste français Romain Molina exposant un réseau de prédateurs pédocriminels dans le football congolais. Ce phénomène aurait-il une incidence sur l'avenir du football? Dernier dossier de ce MAC du dimanche. Le football congolais traverse depuis plusieurs années un tunnel sombre. Après tant de faits décriés ces derniers temps sur la mégestion, le manque d'organisation et le désordre qui gangrènent cette discipline, un autre épisode a été mis à nu, la pédocriminalité. Tous les témoignages concordent et ils sont accablants. Depuis des années, des entraîneurs et des dirigeants du football abusent de jeunes garçons en leur faisant miroiter du temps de jeu et des contrats en échange de faveurs sexuelles. Tout le monde était au courant de ces pratiques, mais que c'était un tabou, déplore le journaliste Romain Molina, qui a signé l'enquête publiée le 3 novembre par le site Sport News Africa. Un deuxième volet a été aussi rendu public. Ça implique des personnes de la fédération, ça a été couvert par des hauts dirigeants et ça a été ignoré par des ententes sportives, des clubs et surtout la FECOFA. Donc, on va faire simple, ça fait depuis au moins 2 décennies que ce réseau est là. Ce système exige des joueurs des sacrifices humains, une partie de leurs revenus et de se sonoriser pour décrocher le fameux sésame, le contrat dans un club, la sélection en équipe nationale, le temps de jeu ou le brassard de capitaine, ainsi que d'autres avantages et privilèges. Mon petit, bonsoir, comment ça va?
tu sais vraiment c'est compliqué avec ton cas. Parce que tu sais bien qu'on ne peut pas te faire signer tant que tu ne veux pas ramener un sacrifice et te faire là où joue le titre. Donc c'est quelque chose du genre 50-50. Tu donnes ce qu'on cherche et on te donne ce que tu veux. On sait que tu es trop bon au football. Et il n'y a pas longtemps, on a vu tes matchs avec la sélection le dimanche. Tout le monde a vu, mais seulement il faut savoir que le club ne peut pas te faire signer tant que tu ne donnes pas ce qu'on te cherche. Dans une enquête publiée le 3 novembre, le journaliste Romain Molina documente de nombreux cas d'abus sexuels commis par des responsables du Ballon Rond sur de jeunes garçons. Des graves révélations faites par le journaliste français Romain Molina après des enquêtes menées pendant une année. Voilà la nouvelle affaire d'abus sur mineurs qui secoue une fédération sportive internationale, en l'occurrence la FECOFA, la fédération de football en République démocratique du Congo. Après un an d'enquête, je publie dans Sport News Africa ce long article, accompagné de plusieurs audios de coachs envoyés en lingala ou en français, incitant des jeunes à faire des sacrifices d'ordre sexuel, mais également de dons de sang et d'autres choses assez terribles à raconter. Scandalisé par ces pratiques, Papi Kimoto fait partie de ceux qui ont essayé de briser l'omerta. Ancien international congolais et actuel sélectionneur national adjoint des Léopards U23, il a été parmi les personnes qui ont alerté la FECOFA. L'enquête révèle également les témoignages de plusieurs anciens internationaux congolais, à l'instar de Youssouf Moulumbu et Ilunga Erita qui ont reçu des plaintes de ces jeunes. Saisi de ce dossier, lundi 7 novembre, lors d'une réunion avec les plus hautes instances du football congolais, le ministre de Sport, Serge Kandé, a annoncé que l'État prendrait toutes ses responsabilités pour faire la lumière sur ce scandale. Il a demandé au ministère de la Justice de saisir le procureur général. Celui-ci nommera des magistrats qui seront chargés de mener l'enquête. Les personnes coupables seront sanctionnées. Ces sanctions, c'est l'interdiction d'exercer toute activité relative au football ou radiation. L'autre partie, ça sera la partie judiciaire. Ceux qui seront reconnus coupables d'avoir commis des faits pénaux seront déférés devant les instances compétentes. Le ministre de Sport a aussi instruit à la FECOFA de mettre en place une commission d'enquête indépendante pour des enquêtes approfondies afin de démanteler ce réseau criminel. La Fédération congolaise de football a déjà été alertée en décembre 2020 par des entraîneurs sur des cas d'abus dans des clubs, des centres de formation, mais également au sein des sélections nationales. Mais l'actuel président Donatien Chimanga n'avait jusque-là jamais jugé utile de réagir. Après la publication de l'article, la FECOFA a néanmoins décidé de diligenter une enquête menée par une commission indépendante et de suspendre à titre conservatoire 6 entraîneurs, Guy Roger Limolo, Tifo Miezi, Alain Kandoudi, Bertin Makuzueto, Cédric Dongo et Papa et Jonathan Bouka. Ces derniers devraient être prochainement entendus par le parquet. Cette passivité des instances ne surprend pas les observateurs du football congolais. La commission doit savoir qu'il y a des enfants à protéger, il y a aussi la vie des entraîneurs à protéger. Si réellement les noms cités, il y a des coupables, qu'on puisse déférer les coupables devant la justice. Tout celui qui est dans cette pratique de la sodomisation et de la pédophilie doit subir la rigueur de la loi. Par contre, les victimes et rescapés confirment l'existence et l'institutionnalisation de ce réseau dans le football congolais depuis des lustres, à l'image de l'un de leurs qui a requis l'anonymat. Pendant longue date, ça existe. Moi aussi, j'étais victime. Ces gens qui n'ont pas supporté, et puis il y a d'autres qui ont assumé. Ça existe. Ce dernier relate les faits vécus durant sa carrière professionnelle. Avant de bien traiter tes documents, disons, dans l'équipe, il faudrait encore passer par une négociation. Auparavant, on passait peut-être la négociation, c'était par rapport au 10%, par rapport à ton argent. Pour bien avoir le temps de jeu, il faudrait passer à une telle pratique. On ne savait pas quel genre de pratique, c'était ce genre de pratique de pédophilie. Nombreux talents n'ont pas pu éclore à cause de ce système, ajoute-t-il. Ceux qui méritent beaucoup, ce sont des gens qui n'ont pas accepté à faire ce genre de pratique. Il y a plusieurs talents qui sont en chômage qui n'ont pas joué sur ça. Plongés dans la psychose et la consternation, plusieurs parents ont à cet effet perdu le goût d'inciter et encourager leurs enfants dans la pratique du football. Par le simple fait que cette discipline qui prône les valeurs humaines, le fair play, le respect, est devenue un guet-apens des prédateurs sexuels. Une question reste pendante. La commission d'enquête mise en place par la FECOFA fera-t-elle correctement son travail? À la justice de se saisir du dossier pour démanteler ce système instauré par ce réseau criminel.
sanctionner les coupables et les mettre hors d'état de nuire, afin de redorer l'image du football en RDC. On a tous suivi ces révélations, c'est quand même grave, maître. Très grave et vraiment regrettable. Je note déjà qu'au niveau de la FECOFA, il y a une commission d'enquête. J'espère qu'elle a été composée en toute objectivité parce que ils sont pointés du doigt eux-mêmes. Il faudrait éviter à ce que les gens qui sont trempés dans ce genre d'actes criminels et très dangereux pour notre jeunesse fassent partie de cette commission. Mais aussi la justice congolaise, comme elle est déjà saisie, le parquet, je crois qu'il est très important que la rigueur de la loi soit appliquée parce que ça risque comme le reportage le dit, de décourager beaucoup de talents. De les étouffer. Et de les étouffer, et ça aura un impact très négatif sur le niveau de notre sport, de notre football. Et j'ai beaucoup d'inquiétudes si cela date de plus de 20 ans au niveau de cette discipline, le football. Il y a à s'inquiéter aussi pour les autres disciplines. Moi, je crois qu'au niveau au niveau national de toutes ces fédérations sportives, il faudrait essayer de revoir un peu, de s'interroger et de vérifier parce que c'est l'encadrement de nos enfants. C'est une opportunité évidemment pour revoir certaines questions dans le système du football congolais. Dans le système sportif congolais, parce que si nous avons eu la chance qu'un de vos collègues ait fait une enquête pour que cela sorte au grand jour. Mais à suivre votre reportage, beaucoup étaient déjà informés dans les milieux du football congolais. Il y a même des victimes, certains ont témoigné en dehors de nos caméras. Qui ont témoigné. Donc c'est la jeunesse congolaise. C'est un des domaines du sport congolais où on encadre la jeunesse congolaise, mais il n'est pas le seul. Donc il faut s'inquiéter aussi sur les autres disciplines. Et je crois qu'il est judicieux d'essayer de revoir dans l'ensemble pour éviter à notre jeunesse de tomber dans les mains de ces malfrats. On a fini le MAC de ce dimanche. Merci, Maître Jacquemain Chabani, d'avoir répondu à nos questions. À moi de vous remercier pour l'invitation. Madame, Messieurs, merci également à vous tous qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et sur YouTube. Ce journal était également en direct. Madame, Messieurs, je vous retrouve très bientôt sur les antennes des BioAne Télévision pour un autre MAG du dimanche.